8 h du matin, dans le sud-ouest de la France. Olga est malade. Elle a la maladie d'Alzheimer. Tous les 15 jours, Jacques, son époux, la conduit dans un hôpital spécialisé. Ils sont mariés depuis 53 ans. Vous pouvez venir, madame, où nous allons exactement? Vous savez où nous allons? Non, j'en sais pas. Vous ne savez pas? Non. C'est la première fois que vous y allez? Oui. Non, c'est la deuxième fois, chérie. Moi, c'est La deuxième fois. Ah bon? Pour elle, ce sera retrouver d'autres personnes et avoir peut-être certaines activités. Et pour moi, ce sera une journée un peu de détente, si vous voulez. L'unité Alzheimer de l'hôpital de Tonneins est une structure de vie, de 25 chambres. Tu t'en vas? Ben moi, je te retrouve ce soir. Je te retrouve ce soir à 6 h. Je t'abandonne pour la journée. Oh ben dis donc, hein. Allez. Olga ne retient qu'une chose. L'homme qu'elle aime la quitte pour un temps qui lui paraît infini. Venez, on va trouver les dames là. Mais elle a de la chance, on lui présente Jacqueline. Votre prénom? Olga. 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 Voilà. Bien joli prénom. Ouais. C'est un joli prénom, hein? Jacqueline est très vive et sociable, malgré la maladie. On les croirait drogués. En réalité, les résidents sont encore un peu endormis. Et la maladie provoque de longues périodes d'absence. Ici, les méthodes de soins développées par Rosette Marescotti et son mari sont appliquées à la lettre, associées à une multitude de techniques. Le but est toujours le même, apaiser, calmer, rassurer le malade afin d'éviter toute crise. Il y a des gens, si vous voulez, qui, quand ils sont arrivés ici, étaient avec de gros troubles psychocomportementaux, d'agitation, qui rendaient toute communication difficile. Agitation pathologique, refus de soins, cris, déambulation, violence même quand on essaye de faire un soin contre leur volonté, etc. En quelque sorte, voilà, une chaise qui valse dans un coin de la pièce. Notre présence perturbe cette dame. Aussitôt, les soignantes tentent une diversion. Elles lui parlent de ses lapins. Du chou bleu aussi? Oui. Elle a peur de ce mouvement-là. C'est un truc qui vient de se produire, il y a de la lumière, il y a du monde, il y a des gens qu'elle ne connaît pas. Elle sent qu'il y a une espèce de tension qui est dans l'unité, un mouvement inhabituel, et là, c'est l'angoisse. Donc j'ai peur, je veux m'en aller. Je vous ai trouvé des choses. Une personne en crise, et c'est tout le groupe qui pourrait basculer. Tout au long de la journée, le personnel va organiser des diversions. Plier du linge, par exemple. Oh, vous êtes bien aimable. Mais moi, j'aime pas faire ça. Mais le pliage, très peu pour Olga. J'ai un mal de tête, vous ne pouvez pas vous imaginer. Son époux lui manque, elle ne se sent pas à sa place. Lentement, pourtant, Olga s'intéresse au travail de sa voisine. Elle a toujours été un peu autoritaire. Le naturel reprend le dessus. J'ai jamais pu aller vite comme ça. Non. Regardez. Ça va pas, ça? Si, il faut le mettre comme ça. Voilà, ça va. Ah. Voilà. C'est trop bien vous. Je rends mon tablier étoilonné, je n'en veux plus. Je ne dis pas la suite, ah là, la l'air. Au cours de la nuit, un résident est décédé, Monsieur Gachet. Un événement rare, mais qui fait partie de la vie de l'unité. Bien sûr, mais bien sûr. C'est un résident qui était parmi nous depuis 5 ans, donc il y a de l'affect, mais bien sûr, nous sommes émus, c'est normal. Mais après, c'est naturel, on dira. Monsieur Gachet, il est mort cette nuit. Ah bon? Oui, voilà. Il est mort dans son lit, et il est mort sans avoir mal, il était bien. Voilà, c'est Monsieur Gachet qui s'en va. Il nous quitte. Monsieur Gachet, qui était dans l'unité depuis 5 ans maintenant. Voilà. Et oui, et il nous a quittés cette nuit. Voilà. Certains résidents ne comprennent pas ce qui se passe, mais d'autres sont tristes. Il faut les consoler. C'est la vie, de toute façon. Qu'est-ce qu'il faut se dire? Mais il n'était pas tout jeune. Il devait avoir 87 ans. C'est un bel âge, hein? On
On a deux façons effectivement de gérer le problème du deuil dans ce type d'unité. Ou on le fait comme le font certains, masquer le deuil comme si c'était quelque chose d'insupportable. Faire sortir le corps comme ça en catimini dans un couloir, surtout qu'on ne peut pas voir. Ou on fait ce que nous faisons parce qu'on pense que c'est, je dirais, plutôt comme ça qu'il faut faire, c'est on annonce le deuil, et même si cela engendre de tristesse, cette tristesse, elle fait partie de la vie. C'est important pour le personnel aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et la chambre de ce monsieur, la chambre où vivait ce monsieur depuis 5 ans, va rester volontairement vide pendant plusieurs jours. Hein. Il est hors de question qu'immédiatement il y ait quelqu'un qui prenne sa place. La chambre va se reposer un petit peu. Lydia, la dame si affectée par la mort de M. Gachet, a de la visite. Marie-Christine, sa fille, vient la voir aussi souvent qu'elle le peut. L'occasion de sortir sans risque de se perdre. Avant d'arriver ici, Lydia était dans un autre établissement. Angoisse, agressivité, délire. Ça se passait très mal. Elle est apaisée depuis qu'elle est là. Elle est... Oui, on ne voit pas la même chose qu'avant. On ne voit pas la même chose qu'avant, voilà. Apaisée, expliquez-moi. Elle a été auparavant dans une maison de retraite, voilà, où le personnel était où les gens étaient gentils, hein, il n'y avait pas de soucis par rapport à ça, mais les personnes n'étaient pas formées, voilà, n'étaient pas formées à la spécificité de la maladie d'Alzheimer. J'ai vu des fois du personnel pouvoir s'agacer, parfois un peu répondre brusquement, alors que la personne était très très mal et que les troubles qu'occasionne cette maladie, voilà, c'est... il faut absolument chercher à apaiser, chercher à rassurer la personne. Moi, à qui vous en preniez, madame, quand vous étiez énervée comme ça, vous vous en souvenez? Le premier qui se présentait... Celui qui était à côté, la personne qui était à côté. Ça pouvait être votre fille aussi? Ah oui, je ne voyais pas la différence. Ah oui, elle était souvent en colère. Je trouve que, en tout cas, beaucoup de douceur et de... Il faut qu'on me prouve son amour. Et d'apaisement depuis qu'elle est à l'unité de vie d'Alzheimer, ici, à Tonneins. C'est le jour et la nuit, je sais que maman y est bien et ça, c'est important. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Le but est de nourrir les résidents, bien sûr, mais il s'agit aussi de les motiver, de maintenir leur autonomie aussi longtemps que possible. C'est donc un service à la carte. Finger food. Ça fait très branché. C'est manger avec les doigts. Je ne sais pas si on est branché, mais en attendant, ça marche bien. Ça marche bien? Il faut que ça reste un plaisir de manger. On essaye de privilégier cet aspect-là du repas. Le plaisir de manger. C'est important, c'est qu'ils mangent déjà. Donc s'ils ne peuvent plus se servir d'une fourchette ou d'une cuillère, effectivement, il faut trouver un autre moyen et c'est celui-ci qu'on a trouvé. Ça renforce un peu aussi l'estime de soi. Hein. Pouvoir manger tout seul, c'est quand même mieux que d'apporter la cuillère à la bouche pour faire manger quelqu'un. Les patients n'ont pas tous les mêmes couverts? Non, c'est tout à fait normal, c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'on va installer un patient avec ce qu'il peut faire, tous les moyens qui lui restent. Donc là, on va mettre une table. Donc là, voilà, vous avez une table où il n'y a qu'un verre et qu'une serviette. Pour la bonne raison, c'est que si on met toutes les affaires, c'est-à-dire l'assiette, les couverts, la personne ne va pas savoir par quoi commencer, donc va s'agacer, donc va se lever, ne va pas manger et va déambuler. Donc on va le mettre à chaque fois une chose à la fois. Ça, vous l'avez appris ici? Ici. Un monsieur suit un régime un peu particulier. Café au lait, voilà, monsieur, tartines et vin rouge à chaque repas. Il s'appelle Armand, 96 ans. Quant à ceux qui ne veulent plus marcher, il faut les y inciter. Faire quelques pas pour se rendre à table. Et là, on va l'installer à table. Vous lui tenez la main d'une façon particulière? Je lui tiens la main, on lui tient la main d'une façon particulière. C'est-à-dire qu'on glisse notre pouce comme ça dans sa main. Et c'est lui, en fin de compte, qui me tient. Moi, je ne le tiens pas. Hein. C'est très agressif. De le prendre comme ça pour l'accompagner, c'est un geste d'agression.
paume contre paume, c'est tout à fait différent. D'abord, c'est pas anodin quand on prend quelqu'un par la main de cette façon-là. Il y a d'abord des sensibilités très particulières sur la paume qui fait qu'on arrive à l'accompagner. Alors que sinon, on le prend et on a immédiatement une réaction. Pour eux, ça ne veut pas dire la même chose. Donc là, il vous suit. C'est lui qui marche. Hein. On ne soulève pas. On ne soulève pas. Hein. L'objectif, en fin de compte, c'est d'éviter la grabatarisation. Si on le prend, si on le soulève et si on essaie de se mettre à côté pour la... Il serait grabataire. Ah oui, non, il marcherait plus depuis longtemps. Or là, on se rend compte que malgré la maladie, malgré l'évolution de la maladie, il va pouvoir continuer à marcher et ça fait, disons, 2 ans, 2-3 ans qu'il marche comme ça. Sinon, il serait dans un lit depuis 2-3 ans. Il serait dans un lit et avec tous les conséquences, c'est qu'il serait probablement plus là non plus. Qu'est-ce que vous cherchez là? Un dessert. C'est votre papa qui est là derrière? Derrière. Soignants, infirmières, psychologues, tout le monde participe au service, même les proches. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ce qu'il y a de génial dans cette maison. Hein. Vous n'en avez aucun qui soit attaché, si je puis dire, dans le lit, ni quoi que ce soit. Moi, il est parti 3 ou 4 jours à l'hôpital avant de venir ici. Ça a été une catastrophe. Pourquoi ils lui ont mis des barreaux? Ils ont mis les barreaux. Il a été attaché, ligoté. J'ai cru qu'il avait une main cassée. Je ne me rappelle plus tout ce qu'il y a eu. En 4 jours, moi, j'étais folle. Là, j'étais folle. Hey, il faut que j'aille piquer. Voilà, vous l'avez entendu. Bon, alors, on va y aller. On y va, Mimi. Voilà. Ça, vous voyez, là, c'est bien pris. Ça y est. Allez, lève-toi. Lève-toi. Il faut continuer à manger. Comme ça, vous le prenez avec les doigts. C'est du fromage. Vous finissez pas, Paulette? C'est pas bon? Jérémy, 21 ans, est agent hospitalier. C'est le plus jeune de l'équipe. C'est un peu le chouchou. Oh, vous avez vu? C'est inadmissible. Hein? Regardez, c'est bien Marie, il faut finir. Avant de travailler ici, Jérémy avait le sentiment que les vieux avaient toujours été vieux. Il veut nous montrer quelque chose. Des photos dans la chambre de Gilda, la belle italienne. Avec les photos, on peut vraiment se référer à la personne. Voilà, c'était une personne... ils ont été jeunes comme nous, quoi, donc... c'est pas parce qu'elles sont âgées, qu'elles sont malades qu'on ne doit pas les aider, s'habiller, faire sa toilette, les guider, voilà. Après le repas, les patients retombent dans leur torpeur. Mais Jérémy a plus d'un tour dans son sac, car à ses heures perdues, il est musicien. Sa spécialité, les percussions. Maracas. Tam-tam et maracas, c'est une idée à lui. Le résultat a dépassé toutes les espérances. Bravo! On chante la chanson. Annie. Cette dame très diminuée s'appelle Annie. Annie aime les sucettes à l'Annie. L'aide-soignante l'affirme, Annie chante à ses heures. Eh bien, ça sera pas pour maintenant. Après le tam-tam, c'est l'heure des vieilles rengaines. Des chansons que tout le monde connaît. La famille est réunie pour leur noce de diamants. Voulez-vous danser, grand-mère? Patience, dévouement extrême, tendresse, cette équipe paraît exceptionnelle. Tout comme au bon Dieu
de temps. En réalité, ce sont juste des professionnels. Pour avoir plaisir à faire quelque chose, il faut que quelqu'un en face de vous communique en vous souriant, en vous incitant. Quel que soit l'état d'esprit du soignant, c'est une stratégie de communication. Ce sont des actes de soins et ce sont donc des choses qui peuvent être enseignées à tous les soignants, quel que soit, je dirais, leur affect, quelle que soit leur attirance plus ou moins auprès des personnes âgées. Il n'est pas nécessaire, entre guillemets, d'aimer les vieux pour travailler dans une unité. Il faut tout simplement avoir les outils de communication qui vous mettent en phase et en empathie avec ces patients. La nuit est tombée sur Tonins. Il est 20h. Pour certains patients, il est l'heure d'aller se coucher. Vous venez avec moi. On va aller se mettre au lit. On va aller dans votre chambre. Oh ben, hein, c'est l'heure, hein. On y va? Les soirées sont des moments délicats, rythmés de crises d'angoisse et parfois de tension. Il n'y a pas d'obligation, il ne faut pas qu'ils soient couchés comme les poules. On peut faire des couchers jusqu'à minuit le soir. Il n'y a pas de protocole à respecter, d'horaire de coucher? Du tout. Même la nuit, il y en a qui se lèvent, qui remangent, qui petit déjeunent. Il n'y a pas de verrou aux portes, ils sont pas emprisonnés, ils sont libres de circuler la nuit. Nous sommes dans la chambre d'Annie. Elle a droit à un aménagement particulier. Annie dort au ras du sol. Voilà. C'est une dame qui a fait des chutes à répétition. Et ce serait pas plus simple d'utiliser un lit à barreaux comme ça se fait partout Surtout pas. Et puis il y a toujours, avec les barrières, il y a toujours cette connotation de contention auquel on est fortement opposé. Alors que là... Cette dame est souvent prise de crises d'angoisse au moment du coucher. Jacqueline décide d'intervenir. Tu es un petit peu mignonne, s'il te plaît. Et ça marche. Enfin, écoute, tout le monde se dit le carcasse le derrière pour être agréable, mais toi, tu fais pas un pas. Et tu rouspètes tout le temps. Alors, sois raisonnable, ma minette. Viens. 1, 2, 3. Ah non. 1, 2, 1, 2. Ses compagnons de fin de vie sont la seule famille de Jacqueline. C'est avec eux qu'elle finira ses jours ici, dignement. Voilà, dignement, on avait besoin d'entendre ce mot. Docteur Bonnevet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Quel soulagement. On peut donc vieillir sans souffrir, sans trop souffrir en tout cas. Ah oui, tout à fait, j'espère bien. J'espère bien. Tout à fait, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. La méthode Gineste Marescotti, du nom de ses fondateurs ou créateurs, que vous appliquez dans cette unité, quelle est-elle? Est-ce que vous pouvez nous la définir? Et puis comment vous avez motivé et impliqué toute votre équipe dans ce projet? Tout à fait. Bon, la méthode Gineste Marescotti, c'est un outil de prise en soin de patients et particulièrement bien adapté aux patients qui présentent des altérations cognitives en raison de maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées. Mais ce n'est qu'un outil. Le préalable fondamental, c'est donc la réflexion sur le projet de soins de l'unité. Qu'est-ce que veut dire de prendre soin de ces patients en institution? C'est-à-dire respecter l'humain qu'ils sont, les humains qu'ils sont, c'est-à-dire respecter leurs désirs, leurs souhaits, leur rythme de vie, leurs histoires. Et puis ensuite, bien entendu, c'est de faire toutes les réunions nécessaires avec les équipes pour faire partager ce projet de soins. Oui, vous proposez quasiment un programme à la carte à vos pensionnaires. Tout à fait. C'est ce qu'on voit. Et on se dit, est-ce que vous avez des moyens que d'autres n'ont pas? On a effectivement des moyens en moyens humains un peu plus importants, et même plus importants que la moyenne des maisons de retraite. Il y a pour un résident 0,8 équivalent temps plein de soignants, ce qui est beaucoup plus qu'ailleurs, puisqu'ailleurs on est soit dans les 0,4 ou 0,6. Mais ailleurs en France, parce que chez nos voisins européens, c'est mieux. Alors par contre, en Europe, effectivement, on est beaucoup plus près du 1. Mais nous ne sommes pas, nous, dans une structure de maison de retraite, nous sommes dans un long séjour sanitaire, ce qui explique pourquoi nous avons ces moyens-là un petit peu plus élevés qu'ailleurs, incontestablement. Ça doit coûter très cher. Combien coûte le coût mensuel pour un pensionnaire chez vous, dans votre unité? Eh bien, c'est un coût qui est brut aux environs de 2 400 € par mois, mais qui va être pondéré par une optation d'aide au niveau des départements, ce qu'on appelle l'APA en institution, qui est de l'ordre de 350 €, donc qui va ramener le coût final à 2 100 €. Et puis nous sommes dans une structure publique, donc habilitée à l'aide sociale, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de moyens, c'est la collectivité, bien entendu, qui paye leur hébergement et leur vie dans la structure.
Est-ce que vous avez été surpris par la maltraitance ordinaire qu'on a pu voir, que certains découvrent peut-être? Est-ce que l'usure des équipes est justement propice à cette maltraitance qui s'installe très vite? Tout à fait. La maltraitance est le résultat effectivement de tout un système qui dysfonctionne et non pas le résultat de la responsabilité d'une personne en bout de chaîne qui devient maltraitante. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que cette personne, on lui ait d'abord qu'elle soit volontaire pour travailler au milieu de ces personnes âgées, qu'elle ait été formée, qu'elle réponde et qu'elle ait adhéré à ce projet de soins et qu'elle soit reconnue comme acteur fondamental du soin, etc. etc. C'est tous ces préalables. Et là, on a des soignants qui ne peuvent plus être maltraitants, entre guillemets, parce qu'effectivement, il y a tout le système qui les aide à assumer leur travail dans les meilleures conditions possibles. Et puis la dernière chose aussi quand même qu'il faut ajouter, c'est que aujourd'hui, dès aujourd'hui, les familles doivent savoir qu'il y a d'autres façons de faire que d'attacher quelqu'un qui tombe, que de nourrir avec une sonde de gastrostomie quelqu'un qui n'a plus la possibilité de se nourrir, que de neuroleptiser, c'est-à-dire de calmer quelqu'un qui s'agite, etc., etc. Donc quand un de leurs proches se trouve dans cette situation, on ne peut pas s'entendre dire « il n'y a pas d'autre solution ». Non, si, il y a d'autres solutions, et je crois que ça va être aux usagers, aux familles de ces proches, vraiment de se manifester pour qu'ils puissent exiger ce type de prise en charge dans l'intérêt de leurs proches, ou alors rien ne changera pas. Les personnes âgées n'ont pas la parole et qu'on ne leur donne pas, ou qu'on ne les croit pas. Il faut que les familles s'unissent et arrivent à faire changer les choses. Mais il faut surtout qu'ils puissent savoir qu'on ne peut pas leur répondre « il n'y a pas d'autre solution ». Ça, c'est une fausse réponse. On a envie de se dire pourquoi toutes les maisons ne prennent pas le temps d'avoir ce projet de vie et de soins. Ça paraît très simple dans le fonctionnement, mais en réalité, ce n'est pas si simple que ça. Parlez en permanence avec quelqu'un qui ne vous répond pas. Regardez quelqu'un qui ne vous regarde pas vraiment. Essayez en permanence de rentrer en communication avec lui. Tout ça, ça s'apprend. Ça, c'est un métier, ça. On le fait spontanément avec nos tout-petits. C'est facile de rentrer en communication avec un bébé, c'est facile, on le fait facilement. Mais avec une personne âgée, et a fortiori démente, on ne communique pas. Il faut apprendre ce mode de communication. Et là, on se rend compte que il y a encore de la communication, il y a encore de l'émotion, il y a encore du plaisir, et il y a encore des gens qui continuent à vouloir faire quelque chose. Du coup, on a tendance à se dire non, ils ne doivent pas être très malades, ces patients, puisque c'est plutôt sympathique, ça chante. Et pourtant, enfin, rappelez-le nous, mais je crois que tous sont à des stades très sévères. Nous accueillons dans l'unité de Tonins, qui est donc une structure de long séjour, que des patients qui ne pouvaient pas ni rester chez eux, ni rester en maison de retraite, tellement les troubles psychocomportementaux perturbaient le fonctionnement, soit du domicile, soit de la maison de retraite. Ils sont tous à des stades très sévères de la maladie, et donc ce sont que des gens qui ne pouvaient pas être ailleurs, tellement ils présentaient de troubles du comportement. Mais on voit que avec une autre façon de se comporter, de communiquer, de rentrer en phase en quelque sorte avec eux et de les rejoindre là où ils sont, un petit peu comme Alice derrière le miroir, plutôt que de tenter de les ramener, eh bien on voit qu'ils nous donnent encore beaucoup de choses en communication, en émotion et qu'ils sont capables de. Et qui vont mieux que l'état dans lequel vous les avez en tout cas récupérés quand ils sont arrivés chez vous. Tout à fait. Docteur Bonnevet, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à Valérie Troisier, Jean-Marie Tricot et Marine Vogel. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, toujours sur M6. Passez une très belle soirée. Et moi, ça marche à chaque fois parce que c'est joliment bien fait.